Salut Chris, merci de me recevoir chez toi. Je t'en prie. Donc, je vais te poser une série de questions, donc Marc, par rapport à ton expérience, les choses assez insolites que tu as vécues. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses, donc il y a du pain sur la planche. Donc, c'est parti. Est-ce que tu peux, pour débuter, te présenter rapidement? On reviendra là-dessus ensuite. Alors, je m'appelle Marc Auburn. Je suis ce qu'on appelle un expérienceur, c'est-à-dire j'ai vécu des choses un peu particulières, dont il est plus facile de parler en ce moment qu'il y a quelques années. Donc, depuis le début de ma vie, je fais des voyageurs du corps et j'ai des expériences de type télépathie, vision d'aura, ce genre de choses. Donc, j'ai écrit un livre il y a quelques années pour expliquer mes expériences, pour témoigner, parmi beaucoup d'autres de ces choses-là. Et j'ai fait un résumé, une espèce de condensé, un peu journalistique, des typologies d'expériences qu'on peut avoir. Pour ainsi dire, en fait, tu dis que depuis que tu es petit, en fait, tu as cette capacité de sortir de ton corps, c'est bien ça? Oui, alors ça peut paraître étrange, sauf que c'est la capacité d'absolument tout le monde. Okay. Donc c'est arrivé très tôt, puisque j'étais tout petit. Je faisais des expériences de sortir du corps, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait, puisque je planais chez moi, autour de chez moi, j'allais sur les toits. Justement de ta première expérience? Ma première expérience a eu lieu avant ma naissance. Okay. Donc, puisque j'étais en dehors de mon corps et que j'ai dû être appelé au corps pour la naissance officielle. Et je me souviens parfaitement de ce moment-là, et je m'en suis souvenu toute ma vie, c'est-à-dire à 3 ans, 4 ans, 5 ans, je m'en souvenais encore, à tel point que quand j'ai revu l'endroit où je me trouvais à ce moment-là, juste avant de rejoindre ma mère qui était en train d'accoucher, j'ai retrouvé cet endroit quelques années après, en voyant qu'il avait tellement changé que c'était incroyable pour moi. Mais je m'en suis toujours souvenu. Ok. Et quand tu étais enfant, là encore, du coup, tu avais cette capacité que tu... Alors, je ne la comprenais pas. D'accord. Je comprenais que je pouvais circuler dans la ville, le village, explorer, aller chez les gens, voir des choses que je n'étais pas censé voir, apprendre des choses que je ne pouvais pas savoir autrement. Mais je ne l'avais pas encore intégré dans une espèce de construction intellectuelle. Comment c'est possible? Mais je savais que c'était possible et que je désirais faire ça tout le temps. Mais concrètement, en fait, ça ressemble à quoi? C'est quoi, en fait? Du coup, on claque des doigts et puis on est au bout de... Alors, ça ressemble, de manière très concrète, tu es dans ton lit, Okay. tu es petit, tu as 2 ans, 3 ans, et puis d'un seul coup, c'est comme si on décroche 2 aimants, sauf que c'est toi, un des 2 aimants, puis tu vois le plafond t'arriver en pleine tronche. D'accord. Et ça tangue comme ça, et tu vois d'un seul coup le plafond t'arriver à ça. Et puis tu te mets à balancer en l'air, et tu flottes, et tu vois, bon, moi je voyais mes parents dans la chambre, avec des lumières partout, et à partir de là, simplement par la pensée, je me déplaçais dans le coin. Voilà, je traversais les murs, j'allais sur les toits. Et ça, quand ça t'arrive très tôt et que personne ne t'en parle, tu te contentes de vivre l'expérience et d'en profiter, parce que c'est sympathique quand même. Mais au retour, comme personne n'en parle, tu n'en parles pas non plus. Simplement, tu attends que ça se reproduise. Parce qu'au départ, ça se produit de manière accidentelle, comme ça, avec des critères qui t'échappent, mais tu attends que ça se reproduise. Et tu t'es pas dit assez rapidement que c'était peut-être un cas en fait de maladie mentale ou de schizophrénie assez grave? À 3 ans, tu ne te poses pas ce genre de questions, ni à 4 ans, ni à 5 ans. Mais une fois que tu as grandi et que du coup tu as mûri la question? Je ne me suis pas posé la question, je me sentais bien équilibré. J'étais un bon élève, qui ne posait pas de problème particulier. Je n'en parlais à personne, mais j'y pensais tout le temps. Et comment faire pour recommencer? Mais je ne savais pas ce que je faisais exactement, comment c'était possible. Mais j'y pensais tout le temps. Tu provoquais pas la chose? J'ai essayé de le provoquer, mais je ne savais pas comment faire. Et quand ça arrivait de manière donc du coup naturelle, comment c'était en fait? Alors il y avait des symptômes préalables, par exemple j'avais l'impression que mon corps se déformait, que mes mains devenaient énormes ou ma tête énorme. Ce sont les symptômes énergétiques que j'ai compris après. Et puis il y avait cette espèce de décollement, et puis d'un seul coup je jaillissais hors du corps et je voyais le plafond m'arriver souvent dans la figure. Et je me mettais à tanguer, à flotter en l'air, immobile, comme ça. Et ensuite, à partir de là, je me déplaçais et j'allais visiter le coin. Qu'est-ce qui se passait si à ce moment-là, du coup, tu te retournais, à ce moment-là, tu étais censé voir ton corps? Au départ, j'ai jamais fait. Voilà, au départ, mon réflexe était d'explorer le coin, de m'éloigner tout de suite. Et je ne comprenais pas ce que j'observais. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait de la lumière, alors que quand je décollais du corps, il était censé faire tout noir dans la pièce. Donc, dans mon enfance, je me suis posé un tas de questions en disant « Mais comment c'est possible que je vois toute cette lumière la nuit ?» Je ne comprenais pas. Donc, on parle de la petite enfance, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans.
Donc, je ne comprenais pas, mais encore une fois, personne n'en parlant, on ne va pas dire à ses parents, tiens, j'ai flotté au-dessus des toits la nuit, je suis allé par là, j'ai circulé, j'ai même été voir des gens que je n'étais pas censé aller voir, très jeune. Je suis pénétré chez les voisins. D'accord, avec ton... Avec cette contrepartie-là, ce corps-là qui glissait, et j'étais dans ce corps-là. Quel nom on pourrait donner à ce corps pour que ce soit plus On simple? donne le nom qu'on veut, mais bon, c'était un corps hyper léger. Alors on l'appelle le corps astral dans la tradition humaine, mais bon, on peut l'appeler autrement, ça n'a aucune importance. Moi, à cette époque-là, je ne pouvais pas lui donner de nom, je n'avais jamais entendu parler de ça, jamais je n'avais eu aucun retour de cela, simplement je vivais régulièrement ce genre d'aventure, et que j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'y pensais tout le temps en disant, la prochaine fois c'est quand? Parce qu'il y a un tel sentiment de légèreté, de plaisir, de joie, que j'attendais la fois d'avant. Qu'est-ce que tu faisais donc du coup, une activité typique? Qu'est-ce que tu Alors, pouvais faire une fois que c'était t'étais du avec grand n'importe quoi, c'est-à-dire que j'essayais de me jeter avec mon corps physique en l'air et d'essayer de rester suspendu en l'air. Okay. Mais j'ai essayé des milliers de fois. Et je retombais sur mon lit. Je ne comprenais pas comment je retrouvais cet état. Je ne comprenais pas, mais j'essayais des milliers de fois. D'accord. Je me jetais en l'air, je retombais, je me jetais en l'air, je retombais. Comment? Pas conclu, Ah non, ça n'a jamais marché comme ça. Ok. Et avec le temps, donc du coup, tu as appris peut-être à dompter peut-être cette chose Alors, en étrange. fait, l'information est venue par des bouquins à l'adolescence, parce que j'avais donc de manière régulière, mais pas non plus tous les mois, toutes les semaines forcément, des informations de ce type-là et des aventures de ce type-là. Et puis à l'âge d'environ 16 ans, il s'est produit un événement majeur dans ma vie, mon père est décédé d'un coup, et il y a eu un enchaînement de circonstances qui font que j'ai été amené à lire dans les bouquins que on peut sortir de son corps. Je me dis, mais c'est ça que je fais depuis le début de ma vie. Tu pouvais mettre un nom sur le phénomène. J'ai pu mettre un nom sur le phénomène, mais il m'a fallu un renseignement extérieur. Et j'aurais préféré l'avoir à l'âge de 5 ans. Ça m'aurait beaucoup avancé. D'accord, ok. Et à partir de 16 ans, donc là, tu pouvais savoir en fait qu'est-ce que c'était, mais Oui. en quoi ça pouvait t'aider plus que ça? Ça m'a aidé parce que là, maintenant, je savais comment faire. Je comprenais ce que je faisais. Je savais que ce n'était pas mon corps physique, par exemple, qui s'envolait d'un seul coup ou qui changeait de nature. C'était vraiment une autre enveloppe qui quittait le corps physique et qui allait se promener plus ou moins loin. Ah, mais c'était peut-être dramatique. Qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là pour le corps physique Le corps physique dort dans le lit, lui. D'accord. Tout simplement. Tu as déjà eu l'occasion de le voir dormir? Oui, après coup, j'ai eu l'occasion de le voir. À l'adolescence, après, quand j'ai quitté le corps, j'ai vu le corps dans le lit. Et vu de l'extérieur, le corps, c'est pas un truc très sympa. Donc moi, je ne suis jamais trop attardé, sauf qu'à plusieurs reprises, je l'ai vu, ça c'est certain. Qu'est-ce qui se passait si tu t'en approchais, du coup? Tu risques d'être réabsorbé par lui. Donc le premier réflexe, c'est de s'éloigner le plus possible. Sinon, c'est risque de réintégration rapide. Donc, autrement, la pièce, tu la vois exactement telle qu'elle est. Hein. Tu vois ton corps qui dort sur le lit. Alors, si tu es dormi, si tu dors en chien de fusil, machin, tu vois exactement le corps tel qu'il est. Sauf que tu es en dehors, tu vois le lit tel qu'il est, la pièce telle qu'elle est. Simplement, il fait plus de lumière que normalement. Tu vois dans le noir, normalement. Voilà. En moyenne, tu vois dans l'obscurité, puisque d'un seul coup, c'est plus l'obscurité. Comment t'expliques ça? Tu l'expliques pas. Moi, quand j'étais gamin, je ne m'expliquais pas ça. Je ne comprenais pas. Comment c'était possible? J'essayais de trouver les sources de lumière qui expliquaient le phénomène, sauf qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai cherché dans toute la pièce à plusieurs reprises, là où ces événements avaient lieu, et j'étais tout petit. Hein. Je me dis, mais comment c'est possible? On avait une espèce de poêle à charbon, tu vois. J'ai fait, je ne sais pas combien de fois le tour en disant, mais il y a un truc, il y a de la lumière qui doit sortir de là, c'est pas possible. Quand j'ai cette aventure-là, la pièce est illuminée, la lumière danse partout. Tu penses que c'était comme si tu avais des yeux de chat qui te permettaient de mieux voir l'obscurité, ou c'était autre chose? Je ne posais même pas la question, c'était hyper lumineux. Tu es dans ton lit, il fait noir, tu sors de ton corps, il fait plus noir. Et ça danse de partout. La lumière qui danse. Mais c'est pas une petite lumière, c'est la lumière qui danse. Donc, tu poses la question, mais ça vient d'où? Quand tu dis qu'elle danse, qu'est-ce que tu entends par là? Ça bougeait. En fait, c'était les auras de mes parents qui étaient dans la pièce, qui illuminaient la pièce. J'ai compris ça des années après. Et c'était hyper visible. Les auras, qu'est-ce que c'est? Les auras, c'est la radiation qui émet le corps physique et la personne qui était à l'intérieur. Cette espèce de lumière dont on parle dans la tradition humaine aussi, elle est réelle. Et à l'âge de 16-17 ans, la perception s'est développée spontanément chez moi. D'accord. À ce moment-là, du coup, avec le recul que tu avais, est-ce qu'il ne s'agissait pas juste de rêves lucides, qui en soi sont des choses assez extraordinaires? On n'est pas dans le rêve du tout. C'est-à-dire que quand tu sors de ton corps en état de lucidité, tu n'es pas dans le rêve. C'est-à-dire, si tu décides d'aller sur le toit, moi j'ai fait ça, et que tu poses sur le toit,
et tu décides qu'il ne se passe rien, et bien il ne se passe rien. Tu es là, sur le toit, il ne se passe rien. Dans un rêve, il y a toujours un déroulement, il y a toujours un enchaînement, toujours des trucs bizarres. Sauf quand tu prends possession du rêve et que ce qui devient lucide. Moi, il m'est arrivé de rêver, du coup, de voler dans mes rêves et de pouvoir faire des choses extraordinaires. Oui, ça reste un rêve. Dans un rêve lucide, ça reste un rêve, mais tu as une forme de lucidité, de contrôle, mais tu as une activité mentale incontrôlée. Dans ce qui m'arrivait, moi, vraiment gamin, c'est je pouvais survoler le village, enfin la ville, petite ville, et puis voir qu'il n'y avait personne dans les rues, aller fouiner à droite à gauche, regarder ce qui se passait chez un tel ou un tel. Il ne se passait rien d'autre que la vie normale. Il n'y a aucun fantasme. Que la vie normale. Si je décidais de rester au-dessus du clocher de l'église pendant 1 heure, il ne se passait rien d'autre que rien. J'étais là, c'est tout. Et du coup, en fait, quand tu sors de ton corps, donc du coup physique, au moment où tu es en train de dormir, à ce moment-là, tu ressens peut-être des choses. Je ne suis pas en train de dormir, le corps dort. C'est ton corps qui dort, mais pas toi, d'accord. Et au moment où toi tu sors de ce corps endormi, est-ce que tu te sens dans un état un petit peu comme si tu étais drogué ou alors encore plus vivant? C'est exactement le contraire, oui, c'est ça. Je me sens beaucoup plus vivant. Je sors d'un truc qui roupille, qui est vraiment drogué, qui est vraiment mal foutu, et d'un seul coup j'émerge dans une condition, je suis en super forme. Là-dedans, ça fonctionne super vite, je me sens hyper vivant, je me sens hyper joyeux, avec beaucoup de lucidité. Donc ça a toujours été comme ça. C'est des caractéristiques qu'on retrouve. C'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le rêve. Là, d'un seul coup, la mécanique mentale fonctionne très bien. On comprend les choses très vite. D'accord. Si par exemple, du coup, dans un état de lucidité normal, on est peut-être à 8 et donc éventuellement 10 sur 10, quand tu es hors de ton corps, qu'est-ce que tu peux atteindre? 12, 15, 20, 30, 40. Tu te sens encore plus réel que le réel, c'est ça? Ah oui, carrément. Quand tu réintègres le corps, tu as l'impression de rentrer dans une espèce de rêve insipide, bizarre, une espèce de théâtre d'ombre. Je sais pas justement si tu as vu le film Inception. Oui, je l'ai vu. Ça m'évoque ça justement, où tu as des embriquements de rêves, ou comme un petit peu un écho à notre propre monde, où du coup quand tu rêves, tu te rends pas compte que tu rêves, mais quand tu viens de te réveiller, tu te rends compte que c'était un rêve et qu'il était inférieur à la réalité. Oui. Et là, c'est un peu ce que tu dis. C'est un peu ça. Inception s'est inspiré un petit peu de ce genre de choses. À mon avis, il y a beaucoup de films américains qui s'inspirent des expérienceurs. Donc oui, il y a ça. Tu as vraiment l'impression d'avoir joué un rôle, d'être sorti du rôle et d'être dans un domaine où c'est vraiment toi, quoi. Voilà. Et puis là, tu vas te rabougrir pour rentrer dans le corps physique. D'accord. Comme si tu rentrais dans une sorte de... Un truc étriqué et froid. Pas ta taille. Peut-être, d'accord. À tout point de vue, c'est pas ta taille. Ça a mal fonctionné, c'est pas ta taille. Ça fonctionne, même les processeurs à l'intérieur fonctionnent mal, la mémoire fonctionne mal, il n'y a rien qui marche. Des fringues un peu trop serrées pour toi. Ouais, il n'y a rien qui marche, voilà. Et quand tu émerges de ce truc-là, waouh, liberté. D'accord. Est-ce que justement, puisque tu as ce sentiment, comme tu le dis, d'être encore plus vivant que tu peux l'être normalement, entre guillemets, tu as eu l'occasion du coup de pouvoir te ramener davantage de preuves que ce que tu avais vu était vrai? Oui, alors j'en ai eu rapidement des preuves. J'en ai pas eu besoin longtemps parce que en étant gamin, j'ai ramené des preuves. Quantité. Mais les choses sont survenues naturellement. Donc même déjà à l'âge de 7-8 ans, j'avais des preuves. Ce que je voyais dans ces états-là était réel. Si tu veux que je te donne un exemple, je te donne un exemple très précis. Donc j'habitais un petit bled de province, et puis on avait une bonne à la maison, ce qu'on appelait une bonne, un personnel de maison. Et un matin, la bonne rentre dans ma chambre, sans crier gare, fonce vers la fenêtre pour ouvrir les volets. Donc elle me réveille au passage. C'est-à-dire elle me réveille, elle me ramène dans mon corps. Moi j'étais en train de survoler la ville. Et la veille au soir, tout était normal dans cette ville-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas la météo comme il y a maintenant, puis on n'avait pas la télé. J'étais en train de survoler la ville couverte de blanc, de neige. J'étais en train de contempler cette ville couverte de neige. Avec ton corps astral. Avec mon corps astral. Donc j'étais au-dessus de la ville. Okay. Et donc quand la bonne m'a ramené dans mon corps, avant même qu'elle aille ouvrir les volets, je me suis levé dans mon lit en disant c'est tout blanc partout. C'est tout blanc partout. Et elle a ouvert les volets, je me suis précipité à la fenêtre et tout était blanc partout. La veille au soir, il n'y a pas un grain de neige qui était tombé. C'est un exemple. D'accord. Avant l'âge de 5 ans, je suis allé voir l'océan. Je n'avais encore jamais été voir l'océan avec mes parents à ce moment-là. Je suis allé voir l'océan. Ce sont des exemples. D'accord. Il y a eu d'autres exemples par la suite avec des preuves qui ont été objectives. Alors je te l'ai raconté il y a quelque temps, mais quand j'étais à l'adolescence, j'ai rencontré un camarade au judo
Alors je ne sais pas si on va citer le nom de la ville, mais peu importe. Son prénom était Alain, et il m'a emmené chez lui, et j'ai reconnu l'endroit où il habitait, parce que j'avais survolé cette ville-là quelques mois auparavant, et j'avais des détails sur cet habitat que je ne pouvais pas avoir. Tu n'avais jamais vu cette ville auparavant, en vrai. Vu peut-être dans un journal. Cet endroit de la ville, parce que pour arriver chez lui, il fallait traverser un espèce de garage. On arrivait dans une espèce de petite cour, je t'avais raconté ça, et on rentrait dans la cuisine, et quand je suis arrivé dans la cour, qui était normal, j'ai dit, ta cour n'était pas dallée il y a quelques mois. Elle était normale, hein. Et je dis, les dalles, par contre, elles étaient prêtes à être posées, elles étaient posées là. D'accord. Alors, ça, c'est un élément, et il était stupéfait, parce que les 6 mois, on ne se connaissait pas. Et personne de la rue ne pouvait voir ça. Ok, ça c'est incroyable. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'avec ton corps astral, donc puisqu'on l'appelle comme ça, tu t'étais baladé et par hasard, tu étais tombé sur cette ville. J'étais passé au-dessus de la butte de cette ville, Oui. mais à Mac10, hein, à toute allure, j'avais jeté un vague coup d'œil en bas, mais j'avais mémorisé suffisamment de détails pour quand je suis revenu par hasard dans cette cour, j'ai dit, ah, je la connais. Mhm. Et il pouvait t'arriver parfois, parce qu'à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet, donc on est d'accord. Je suis du 20e siècle. Et du 20e, peut-être du 19e, on ne sait pas. J'ai eu des passages dans le 19e. Donc oui, en fait, puisque tu avais cette capacité de sortir régulièrement de ton corps de chair, tu pouvais te balader, tu pouvais visiter des bleds, des villes, etc. Oui. Voilà. Et ça t'arrivait donc du coup peut-être j'imagine de ramener des souvenirs ou des choses que tu n'avais pas. Fait. Et quelquefois des preuves. Je raconte dans mon livre qui a été publié il y a 6 ans, en 2013. Ça date. Hein. Ça date, ouais, t'étais tout jeune. Hein. Que j'ai rencontré quelqu'un, enfin, que j'ai observé quelqu'un en Amérique du Nord, au Québec. Cette personne, je l'ai rencontrée physiquement des années après. Je l'ai reconnu. Je l'avais vu. Je n'étais jamais allé là-bas physiquement, mais j'ai reconnu cette personne. Et il figure en toutes lettres dans mon bouquin. Il s'appelle Laurier. Je l'ai retrouvé 20 ans après. Okay. Il traînait au bord d'un lac. Il pêchait peut-être. Non, il était avec des potes, il s'éloignait. J'avais vu tout son navire se dérouler. D'accord. Je savais ce qu'il allait devenir. Donc quand j'ai retrouvé Laurier par hasard, j'ai voulu le voir et je lui ai dit, je te connais, je t'ai déjà rencontré. T'imagines un peu le truc. Et comment ça, tu m'as rencontré? Je te connais. Et donc, le fait de sortir, qu'est-ce que ça symbolisait en fait pour toi? Outre le fait de voler, en fait, tu pouvais peut-être te balader autour de ton patelin, en fait, quelque part, tu étais peut-être comme rattaché à ce lieu? Non? Alors bon, les premières sorties, tu vas pas très loin, mais assez rapidement, quand tu prends ton autonomie, tu tailles la route. Hein. Pourquoi tu restes à côté de l'endroit où tu habites? Non, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu traverses les océans, tu visites la planète, tu vois plein de choses. Tu peux t'éloigner de la planète. Alors, les premières fois, t'éprouves un sentiment un peu, pas du vertige, mais quelque chose de, oh, est-ce que je fais bien de m'éloigner de ce truc-là? C'est quand même ta mère, en quelque sorte. Là, on le ressent, c'est ta planète mère. Et puis après, tu t'habitues. Mais est-ce qu'elle est bien ronde ou elle est plate, comme certains disent? Alors, moi, j'ai des questions comme ça tout le temps. Je suis désolé, la planète est ronde, grosso modo. D'accord, ok. Et ni en forme de patate, ni plate. Je ne sais pas d'où ça sort, toutes ces histoires-là, mais non. Elle est ronde. Elle est comme on les voit, comme on voit les planètes sur les photos de la NASA. Grosso modo comme ça. Mais la plupart de tes voyages, donc tu te baladais autour de la Terre, c'est ça? Tu pouvais aller où tu voulais? Tu avais des limites? Alors, les limites, c'est les limites que ton mental a. Donc, il faut savoir qu'il existe pas seulement l'univers physique, il y a d'autres dimensions. D'accord. En haut et en bas. Donc, si tu peux vibrer plus fort, tu vas aller voir d'autres dimensions, parce que les gens ont appelé les paradis ou ce genre de choses, peu importe, mais d'autres dimensions qui vibrent plus fort. Ou des dimensions qui vibrent moins fort, dans lesquelles il y a un peu plus d'obscurité, moins de jolies couleurs. Ce que certains appellent le paradis, l'enfer, pour caricaturer. Très schématiquement, on va aller chercher les enfers plutôt en bas, parce que c'est des mondes qui vibrent moins fort. Donc j'ai appris à circuler aussi là-dedans. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui ne circulent que sur le plan physique. Mais quelques-uns, une part d'entre nous peuvent circuler naturellement dans ces dimensions-là. J'ai commencé à le faire assez tôt. Sans avoir de point de repère, puisqu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de bouquin qui raconte ça. D'accord. Donc tu te retrouves dans des mondes comme ça, tu n'as aucun point de repère. Simplement, il y a beaucoup de lumière, il n'y a souvent pas de soleil, mais il y a beaucoup de lumière, des gens hyper sympas, des couleurs prodigieuses, tout est beau. Il n'y a plus de planètes, à quoi ressemblent ces mondes supérieurs, c'est ça, ces mondes supérieurs? Oui, mais tu peux te retrouver sur une planète d'un monde supérieur, tu peux voir des choses extraordinaires, tu peux aller dans les cosmos des mondes supérieurs. Donc ils sont gigantesques, probablement beaucoup plus grands que le cosmos physique.
Donc, c'est pas parce que tu commences à explorer que tu as fait le tour de tout. Tu as des sondages comme ça, à droite et à gauche, et tu reviens à chaque fois en disant j'ai encore découvert un truc, et tu vois l'étendue de ta méconnaissance, à chaque fois, qui s'agrandit. Le monde est plus grand que ce Plus que tu la science découvres, imagine. plus tu te dis que tu sais rien du tout, et que c'est encore plus vaste dans toutes les directions, et tu reviens en disant oh là là, 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 j'imaginais pas ça. D'accord. Et pour rester sur le plan plus, plus terre à terre, c'est le cas de le dire, encore que du coup pouvoir sortir et se balader, c'est quand même peu terre à terre quand même. Quand tu t'es éloigné de la Terre, qu'est-ce que tu pouvais être amené à faire si c'est quelque chose que tu as essayé de faire? Tu files vers le cosmos profond. Ok. Tu vas visiter le coin. Alors tu files vers les étoiles, tu vois des étoiles gigantesques, tu vois des nuages de gaz comme on voit sur les photos des astronautes. Sauf que tu les longes. Et tu vas très vite. Donc il n'y a pas la vitesse. C'est-à-dire tu vas à la vitesse de la lumière un Non, peu tu moins? vas plus vite que ça. Alors moi je ne sais pas la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Heureusement que tu vas plus vite que ça. Mais tu vas vraiment plus vite que ça. Comment tu peux expliquer d'aller plus vite que Je ça? n'explique pas, je dis que c'est voilà, ça se fait. C'est probablement le véhicule qu'on utilise n'est pas limité par la vitesse de la lumière physique. Il va plus vite, il va beaucoup plus vite. Est-ce que tu sens qu'il y a eu une limite justement? Je ne pense pas qu'il y ait de limite. Peut-être qu'il y en a une, mais je n'ai pas trouvé. Je ne pense pas qu'il y ait limite de vitesse. Par exemple, l'étoile la plus proche du Soleil, du coup, c'est Alpha du Centaure. Le temps. Donc, Elle a 4 années-lumière. Oui. Tu mets combien de temps? Rien. Rien du tout. Tu peux te rendre là-bas même si tu l'as jamais vu. Alors, tu vas pointer une étoile en disant je vais par là, mais tu ne vas pas évoquer en toi le nom d'une étoile en disant je vais aller voir ce temps. Là, ça va te mener à rien du tout. Tu peux décider ton itinéraire visuellement, tu vois. Ou alors, c'est un endroit où tu t'es déjà rendu. D'accord. Alors, tu as déjà une adresse en quelque sorte, un peu comme si tu avais un Google Maps. Tu as des coordonnées, tu y vas. Alors, c'est surtout l'empreinte mentale, on va dire subtile, l'identité du lieu, que tu vas évoquer en toi qui va te ramener là-bas. D'accord. Il faut le connaître déjà, en fait. C'est une sorte de signature. Si tu veux revenir à un endroit, effectivement, il faut avoir une sorte de signature. Enfin, pour des gens comme moi. Ou tu peux aller à l'aventure, explorer. Ça m'évoque un petit peu dans les jeux vidéo où en fait tu peux te balader dans un monde et le monde de le départ tu l'as pas visité et quand tu veux te rendre dans un lieu il faut l'avoir vu et une fois que c'est fait tu as cette capacité de téléportation. Ils sont très bien inspirés les gars des jeux vidéo parce que c'est exactement ça. D'accord. Et après je ne prétends pas moi expliquer pour tous les expérienceurs, je parle pour moi. Voilà mes limitations, voilà ce que je peux faire. Je peux retourner dans un lieu à condition que j'ai l'adresse en quelque sorte, l'identificateur. D'accord. Et qu'est-ce que tu as été amené à faire en fait hors de la Terre? Retrouver par exemple les planètes où j'ai été avant ce cycle-là. Okay. Parce qu'on prend des corps physiques, humains, c'est l'histoire de réincarnation, parce que tout ça c'est contigu. Tout ça, ça va provoquer des réflexions sur qu'est-ce que c'est que la vie, est-ce que j'existe après la mort du corps physique, et qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce que je ferai après. Ça y répond très vite. Donc tu te rends compte que tu prends des corps, des enveloppes, alors, des histoires de réincarnation, il y en a dans toute l'humanité, tu te rends compte que c'est vrai, tu commences à t'en souvenir en détail, c'est ce qui m'est arrivé, avec des éléments de preuve que tu vas éventuellement chercher sur place. Bon, moi, je raconte dans mon bouquin, c'était la Grèce et d'autres pays. Et puis une fois que tu as compris ça, tu te dis, mais est-ce que toute l'éternité, je vais prendre des incarnations humaines? Et tu te rends compte que non. Enfin, en tout cas, humaine, terrestre, également. Tu te rends compte que tu viens, avant cela, tu viens d'ailleurs. Mais tu ne t'en rends pas compte par une espèce de mécanique mentale, d'imagination, non, tu te souviens. Et moi, mes premiers souvenirs de ces choses-là sont arrivés à 14 ans. D'accord. Et ça te tombe comme ça dessus? Ça m'est tombé comme ça une nuit. J'étais sidéré. Voilà, ok. Parce qu'encore une fois, à quoi comparer ça? Bon, à l'époque, personne ne m'avait informé de quoi que ce soit, il n'y avait pas de bouquin là-dessus. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont du poil aux zizi, et toi, du coup, tu te rends compte que tu avais des vies dans le passé. J'ai eu des vies dans le passé avec beaucoup de détails. Okay. J'étais incapable. Et surtout, je me suis dit, mais comment même mon imagination aurait pu fabriquer ça? C'était inimaginable. Donc, tu as 14 ans, tu t'interroges, tu te dis, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas de réponse. D'abord, tu n'en parles à personne. Si tu es un peu prudent, tu n'en parles à personne. Quel genre de choses incroyables tu as pu voir? Tu sais que c'est réel. Tu sais que c'est réel. Tu peux pas t'expliquer comment, mais c'est réel. Tu as cette intime conviction, en fait, de la réalité. Archi certain. Tu sais que c'est réel. Et quand tu te baladais dans ces espaces profonds, comme tu le dis, quel genre de choses incroyables tu as pu voir? Ou qui t'avaient un peu interloqué?
Enfin, je prends juste l'exemple qu'on était en train d'évoquer. Tu Ouais. vois, sur la planète où tu as vécu, tu vois qu'il y a 3 soleils. Alors, nous, on n'a pas l'habitude de ça. On sait maintenant que c'est possible. Il y a des systèmes binaires, et ensuite ça doit être trinaire, je ne sais pas le terme. Des systèmes de 3 avec 3 soleils. Ok. Sur la planète où j'avais vécu il y a donc, quelques dizaines de milliers d'années, il y avait 3 soleils. L'atmosphère n'était pas... le ciel n'était jamais bleu. Jamais. Un ciel bleu, c'était pas possible là-bas. Il était de quelle couleur? Orange, jaune, ce genre de truc. Mhm. Jamais bleu. Ça fait bizarre de voir un ciel bleu ici. Quand tu as pour référence ce que tu as vécu là-bas. Mhm. Mais regarde, toi, il y a simplement 20 ou 30 ans ici sur Terre, il y a toutes des armées de savants qui te disaient les planètes autour des étoiles, c'est le système solaire et c'est tout. Il n'y a pas d'autres exemples dans l'univers. Je t'assure, fais des recherches, tu vas voir. Mhm. Il y a encore 20 ans, 25 ans, les scientifiques de plus haut niveau pensaient cela. Ils pensaient cela. Ils étaient persuadés que c'était ça. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un cortège de planètes autour d'une étoile, c'était un cas hyper rarissime, une chance sur des milliards et des milliards. Okay, et alors que les expérienceurs, je ne suis pas le seul, racontaient déjà ça, en disant il y a des systèmes, il y a des planètes partout. Il y en a partout. L'univers grouille de vie. Il y en a partout. Un tas d'espèces plus ou moins avancées. Et des systèmes binaires, des systèmes trinaires, des endroits où on ne voit même pas le ciel noir tellement il y a d'étoiles et de gaz. Plutôt dans le centre des galaxies, j'imagine. Oui, là, dans le centre des galaxies où il y a une grosse quantité d'étoiles, les civilisations qui évoluent ne savent même pas qu'il y a un cosmos, parce que le ciel est tellement brillant et tellement d'étoiles qu'ils voient les étoiles les plus proches, mais pas les étoiles les plus lointaines. Ils n'ont jamais de noir. On n'imagine pas ça. Mais les voyageurs le savent. Quand ils commencent à voyager dans le cosmos, ils disent ah, c'est comme ça là-bas. Notre petite planète de rien du tout, autour de notre soleil unique, nous on a un ciel étoilé. On a un ciel qui est en théorie noir, parce qu'en fait dès qu'on émerge dans le cosmos, il y a tellement d'étoiles visibles que le ciel est plutôt blanc. Il est plutôt laiteux. Enfin, un peu plus compliqué que ça, parce que les étoiles sont en fait colorées, elles ont leur couleur spécifique. Et même, je pense que les astronautes doivent voir ce ciel-là. Nous, on le voit comme noir avec quelques étoiles, mais je pense que si tu émerges dans le cosmos, même avec... Comme l'ISS, par exemple, quand tu es au oui, bord de la Station Spatiale plus haut, Internationale. parce que tu es encore un petit peu dans l'atmosphère, mais je pense que le cosmos est plutôt blanc. Enfin, blanc, à dominante blanche. D'accord. Peut-être après, c'était aussi le fait que tu n'aies pas tes yeux terrestres qui fait que tu avais cette perception-là. Oui, mais il y a tellement de lumière dans le cosmos que ça m'étonnerait bien que ça soit noir. D'accord. Même physiquement. Il y a des étoiles partout. Et donc du coup, tu évoquais ce principe de réincarnation, c'est un truc assez bouddhiste finalement, puisque du coup dans les trucs chrétiens ou musulmans, c'était plutôt une sorte de paradis éternel qui peut nous attendre après la mort. Alors moi j'étais là-dedans, hein, comme étant gamin, moi j'étais dans la religion catholique, j'avais même une grand-tante qui était mère sud dans un couvent. Donc jusqu'au moment où je me suis posé les questions, parce que je lisais les trucs, comme tout le monde. Je suis allé à la messe, et puis au bout d'un moment, à l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il en est réellement, quoi. Et puis il a fallu raccrocher ça à mes expériences, à un moment ou à un autre. Et puis il y a un moment où tu te dis, enfin, dans un profil comédien, tu dis, je prends tout là, je mets ça dans un coin, parce que vraiment ça colle pas. Pas du tout. Donc tu révises complètement les bases qu'on a cherché à t'imposer, ou à te proposer quand tu étais petit. Et moi, sur des personnalités comme moi, tu prends tout, tu jettes, grosso modo. Rien n'allait dans les croyances terrestres. Rien. Donc, tu prends tout. Le mieux, c'est de tout balancer. Il y a quelques brides de vérité peut-être par-ci par-là. Mais tellement... à quoi ça sert, quoi. C'est tellement faussé. Ouais. Alors, c'est un peu extrémiste hein, comme discours, sauf que... Enfin, je sais pas, t'imagines, t'as une pièce remplie de dossiers, et puis t'as simplement quelques feuilles qui contiennent des trucs intéressants. Tu vas quoi? Tu vas garder l'ensemble? T'as 10 tonnes de papier qui ne servent à rien, pour 3 lignes qui sont à peu près correctes. Bon, ça, tu peux t'amuser à garder les 10 tonnes si tu veux. Moi, je jette tout et je reconstruis. En disant, qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce que je peux vérifier par moi-même? Qu'est-ce que j'observe? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Quelles sont mes suppositions? Donc c'est pas juste des croyances que tu pourrais te façonner toi-même, mais plus des, entre guillemets, du coup, quelque chose que tu as constaté de tes propres yeux. C'est ce que tu observes, c'est ce que tu sens. La réalité, c'est ce que tu perçois par toi-même. Et ce que tu as vérifié un certain nombre de fois. Quand tu touches un truc, c'est quand même plus réel qu'un truc que tu peux jamais toucher. Mais justement, avec ce corps astral dont tu parles, peut-être les choses sont complètement immatérielles. Mais pas du tout. Le corps astral, il a sa propre matérialité et tu peux t'attraper les mains.
Alors peut-être tes propres mains, mais ça s'arrête peut-être à ça. Tu peux traverser les murs sinon. Oui, tu peux traverser les murs des mondes qui sont pas à la même fréquence que ton corps astral, que ce corps de lumière. Mais si tu trouves un pote qui est équipé d'un corps qui vibre à peu près comme le tien, tu vas le prendre dans tes bras et tu vas le toucher. D'accord. La matérialité, c'est juste une histoire d'interférence vibratoire. D'accord. Et tu découvres ça. Si on est sur le même plan physique, enfin, en l'occurrence notre plan terrestre, les choses sont matérielles, mais dès que tu t'en éloignes, en fait, ça devient vaporeux, c'est ça comme... Elles deviennent indépendantes les unes des autres, donc ta main passe à travers un mur, par exemple. D'accord. Voilà. Dans la plupart des conditions, quand tu es hors dehors du corps, tu vas passer à travers un mur sans aucun problème. Tu vas le sentir un peu ou pas du tout. Mais ça pose aucune difficulté. On est sur une espèce de paradigme, une espèce de représentation de la réalité qui est complètement dénuée d'expérience. Notre science ne sait rien. Et pourtant, il y a plein de choses qui nous parlent. On a une coexistence d'ondes électromagnétiques qui sont toutes au même endroit, en même temps, et qui pourtant n'interfèrent pas les unes avec les autres. Les ondes électromagnétiques traversent ton mur. Eh bien, le corps... Tu penses que du coup c'est l'électromagnétisme, le corps astral? Alors, pas forcément. La nature propre de ce corps-là, je pense que le corps énergétique est de nature très proche du monde électromagnétique. Ça, on le sent très bien. Je pense que le corps formé de lumière, comme ça, c'est pas de la lumière physique. C'est quoi le corps de lumière? Tu parlais du corps astral avant. Je parlais du corps astral, on l'appelle aussi le corps de lumière. D'accord, c'est la même chose. On bâtit comme on veut, on s'en fiche. Okay. Il a ses caractéristiques qui fait qu'il n'a pas de limite de vitesse, par exemple. Moi, je vais plutôt définir les choses par leurs caractéristiques plutôt que par des noms. Parce que c'est pas parce que tu tournes un nom, un truc que tu comprends. Donc, le corps astral, ça veut rien dire. C'est un terme astral, ça veut dire les astres. Qu'est-ce que ça veut dire? Les caractéristiques, c'est qu'il n'a pas de limite de vitesse, par exemple. Une des caractéristiques. Il peut aller partout. T'as besoin de respirer peut-être? Il n'a pas d'inertie. D'accord. Par exemple, il va démarrer, et il va passer 1 million de kilomètres par seconde instantanément. Et il va s'arrêter instantanément. Il ne va pas secouer dans tous les sens. Ça m'évoque pas mal ce que tu racontes, justement, ces histoires de NDE, Near Death Experience, où les gens, après un traumatisme ou une sorte de mort, où ils semblaient être morts et ils se voyaient sortir de leur corps, ils avaient une expérience très particulière où ils pouvaient traverser un tunnel de lumière ou ce genre de choses. C'est la même chose. On est dans la même catégorie d'expérience. Simplement, eux, ça leur arrive par accident, parce qu'ils ont une crise cardiaque, un accident. Et nous, ça nous arrive indirectement, on va dire par hasard, ou bien de manière volontaire. Mais c'est la même catégorie d'expérience. La différence entre les deux, entre les trois, c'est que l'expérienceur, il va commencer à maîtriser le processus. Il va savoir comment faire, développer la capacité. Si ça peut s'apprendre, ça peut se contrôler. Ça veut dire donc que en fait, ces gens qui font leur NDE, qui sont d'ailleurs un ratio assez important parmi les gens qui ont des accidents, il y en a qui avancent le chiffre de 20% des gens qui se souviennent de NDE, ça veut dire que quand ils sortent de leur corps physique, c'est leur corps astral, ce dont ils sont... Ils sont dans un... Alors on l'appelle comme on veut, encore une fois, mais ils sont dans un corps qui n'a pas les caractéristiques du corps biologique. Mais ils sont dans un véritable corps. Encore une fois, ils vont le toucher, ils vont se rendre compte qu'ils ont une enveloppe, et s'ils voient quelqu'un qui a le même genre d'enveloppe, ils vont le reconnaître, et ils vont même pouvoir le toucher. Et par rapport en fait à ces histoires de NDE, il y a certains scientifiques et médecins qui ont essayé de se pencher sur le phénomène et qui en ont conclu, en tout cas dans certains articles je sais, que finalement ces expériences avec ce tunnel, le fait de se voir sortir de leur corps, étaient simplement provoquées par le fait que le cerveau envoyait une sorte de shoot, bref, au moment où il décède ou au moment où il y a un événement assez traumatique qui fait que ça va soulager ces personnes en fait de quelque chose de trop brutal. Alors, c'est une hypothèse. Est-ce qu'elle est vérifiée? Et de quelle manière? Une hypothèse scientifique, ce n'est pas une conclusion scientifique. Il y a par ailleurs quantité de scientifiques qui ont abordé le problème autrement, en disant comment est-ce qu'on explique avec le shoot dont tu parles, qu'un gars qui sort de son corps le NDE, par exemple, aille voir sa grand-mère en disant elle était dans telle condition, elle était habillée de telle manière, et puis elle était en train de faire telle chose. On a l'exemple dans un bouquin d'Elisabeth Kubler-Ross de quelqu'un qui sort hors du corps et qui, en montant au-dessus de l'hôpital, voit une basket sur le toit de l'hôpital. D'accord. C'est ça comment avec un shoot de je sais pas quoi. La basket a été là, les gens sont montés sur le toit, ils ont trouvé la basket. Ok. Elle a vu quelque chose qu'il n'était pas possible de voir avec son corps physique. Voilà. Et c'est bien là. C'est un exemple. Mais on explique ça comment avec le shoot de je sais pas quoi. Donc les hypothèses, alors des hypothèses farfelues dans le monde scientifique, il y en a eu
des kilos hein, depuis l'histoire de la science. Hein. Une hypothèse scientifique, c'était que la Terre soit le centre de l'univers. C'était une hypothèse scientifique, dogmatique, religieuse, mais scientifique aussi. C'était impensable, même scientifiquement, que la Terre ne soit pas le centre de l'univers, que le Soleil ne tourne pas autour. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a encore des gens qui démontrent que la Terre est plate scientifiquement. En ce moment. Heureusement, ils ne sont pas nombreux. Ouais, mais ça circule hein, quand même. Donc, bon, des hypothèses scientifiques délirantes, il y en a plein. Jusqu'au moment où on bâtit quelque chose qui fonctionne. Un modèle qui fonctionne, qui nous permet de faire des développements technologiques, par exemple. Et alors, donc du coup, par rapport à ce que tu racontes, on pourrait imaginer que donc comme tu fais des choses assez olé olé, hein, pour résumer, au niveau du fait de sortir de ton corps, etc., forcément du coup tu dois être une personne olé olé et que ça doit peut-être se traduire dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu es devenu une fois sorti de l'adolescence? Les gens qui vont écouter cette vidéo, qui vont me reconnaître, vont pas me reconnaître en fait. Hein. Parce que je n'étais pas du tout une personne olé olé dans le vie professionnelle. J'ai eu des responsabilités relativement importantes. Je n'avais pas la réputation d'être un farfelu du tout, et j'étais plutôt solide sur mes jambes. Donc quand j'ai commencé à écrire le bouquin et que j'ai fait des vidéos, il y a quelques personnes qui sont tombées complètement dénues. Tu étais cadre supérieur dans une grosse entreprise? Voilà, j'ai eu des gros jobs, des bonnes responsabilités, et je n'étais pas du genre à délirer. Non, confiez pas les responsabilités que j'avais des gens qui auraient déliré. Il y avait trop de conséquences. Donc mon profil professionnel n'est pas cohérent avec le délire. Non, je ne peux pas délirer. Non, les choses sont les choses. Un sou est un sou, un élément est un élément, et une hypothèse est une hypothèse. Tu ne te considérais pas comme une sorte de baba cool en fait qui n'avait pas les pieds sur terre? J'avais vraiment les pieds sur terre. Hein. Ah oui. C'est pas assez paradoxal par rapport à ce que tu nous racontes depuis le début? Bon, des années et des années, on m'appelait Rambo. Hein. C'était mon surnom dans ma boîte et auprès de pas mal de mes clients. C'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Rambo, c'est pas un mec hyper babacool, hein, globalement. Bon, c'était juste pour expliquer l'image de quelqu'un qui est vraiment dans l'opérationnel. D'accord. Qui est très pragmatique, qui analyse les situations, qui décide une stratégie et qui la mène à bien. D'accord. Voilà, c'était moi, pendant des années. Et donc du coup, tu avais dit au début que tu n'étais pas le seul en fait à vivre ça. Et je parle pas de Rambo évidemment, mais du coup de tes voyages hors du corps. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? C'est peut-être un super pouvoir que tu avais tout simplement? Pas du tout. Alors, on retourne le problème. En disant, moi j'ai pas un super pouvoir parce que je me rends bien compte que c'est une capacité naturelle. Si on est tous uniquement des corps biologiques, eh ben, à la mort du corps biologique, tout le monde disparaît et puis c'est fini. Mais moi, je me suis rendu compte qu'on n'était pas des corps biologiques. Que toi, tu n'es pas un corps biologique. Tu utilises un corps biologique. Donc, ce qui m'arrive à moi, va t'arriver à toi. Au moment de la destruction de ton corps, celui-ci, tu vas te retrouver en train de flotter en dehors, comme les gars des NDE. Donc, il n'y a rien de particulier à des gens comme moi. On a simplement vécu un cas particulier de prise de conscience. Avant que toi, ça t'arrive, c'est-à-dire... Même si c'est dans 80 ans, ça va t'arriver bientôt. Tu vas découvrir que tu n'es pas ce que tu crois. Tu n'es pas ce corps. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut donc du coup que le commun des mortels attende de mourir pour savoir en fait ce que ça fait de pouvoir se balader. Ça, c'est pas un problème. Ou il peut décider d'expérimenter par lui-même et de vérifier par lui-même. Et d'éviter de piocher dans les bouquins, des systèmes de croyances, voire des religions, en disant « je veux savoir ». Il y a quand même des gens qui disent « je veux savoir ». Et il y a eu toujours ça. Autrefois, il y avait des gens, on les a appelés les explorateurs. On leur parlait de l'Afrique, on leur parlait des Amériques. Ils ont dit, je veux savoir. Je vais y aller moi-même. Moi-même. Je veux voir de mes yeux. Je veux toucher avec mes mains. Et ils ont été explorés. Et ils ont compris. Ils ont vu. Ça, il s'agit d'explorateurs du monde réel, du coup, des nouveaux continents. Je disais à ces gens-là, quelquefois, quand ils partaient, n'y allez pas, vous êtes fous. Pourquoi vous allez là-bas? Vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Ça se trouve, il n'y a rien. Au-delà des mers, il n'y a peut-être rien. Le vide, vous allez tomber, donc je ne sais pas quoi. Ils ont entendu des histoires. Mais ces gens-là, ils se sont dit, je veux savoir. Eh bien, quelqu'un qui veut savoir peut savoir. C'est le message que je voudrais faire passer dans ta vidéo. Quelqu'un qui veut savoir peut savoir. On ne parle plus de croyance, on parle d'aller vérifier soi-même. Il y a maintenant des méthodes. C'est-à-dire que tu incites les gens en fait à se suicider? J'incite les gens, pas du tout, à aller vérifier par eux-mêmes que c'est possible. Et c'est expérimentable. On peut le faire soi-même. On peut faire le voyageur du corps volontaire soi-même.
il faut faire des accidents de la route pour avoir des NDE, c'est ça? Alors, si tu fais une NDE et que tu as un accident de la route et que tu es éjecteur de ton corps, tu vois, il y a des millions, peut-être des dizaines de millions de personnes à qui c'est arrivé durant ces dernières années. Alors, il y a des études de fait. Et moi, ce que je propose, c'est plutôt d'utiliser les techniques ancestrales de l'humanité, parce que l'humanité est au courant de ce truc-là. Quand tu vas circuler dans les civilisations, que ce soit les chamans ou autre chose, ces gens-là, ils ont su faire ça, toujours. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelques centaines d'années, on enfume les gens. On leur raconte des histoires. Bon, il y a les religions, qui sont là pour bien manipuler l'humanité. Mais il n'y a pas que ça, il y a la volonté que les gens n'aient pas la connaissance par eux-mêmes. Et moins ils ont la connaissance par eux-mêmes, moins ils sont libres. Quand la personne découvre qui elle est en réalité, et je ne suis pas mon corps, je suis autre chose. Quel est son degré de liberté? Il est beaucoup plus grand que celui qui ne sait rien, qu'on maintient dans l'ignorance par des religions ou par des systèmes de croyances étriqués. C'est tout à fait différent. Tu ne contrôles pas quelqu'un qui est libre. Tu l'accompagnes, tu vas avec lui suivre son évolution, et quelqu'un qui est libre, tu ne le maîtrises pas. Il est libre. D'accord, ok. Donc du coup, oui, toi, comme tu le disais au départ, c'est quelque chose qui t'est arrivé naturellement, qui t'a été peut-être, finalement, tu n'as pas contrôlé la chose, tu sortais de ton corps, en fait, que tu le veuilles ou non, et puis petit à petit, en fait, t'as eu une sorte de passion pour cette chose, on va dire. Tout de suite. Voilà, tout de suite. Et tu as appris peut-être à comprendre et à maîtriser le phénomène. C'est ça. Et tu penses que ça, justement, ça peut... Ça prend. Tout le monde pourrait le faire. Absolument. D'accord. Tout le monde peut apprendre la musique, il y a des gens qui sont plus ou moins doués, tout le monde peut apprendre à nager, tout le monde peut apprendre à conduire une voiture. L'idée que c'est réservé à une espèce d'élite ou à des gens talentueux est complètement fausse. D'accord. Voilà. Ça fait partie de l'enfumage de l'humanité actuelle. C'est faux. C'est un fait avéré, et on peut apprendre à voyager hors de son corps en toute lucidité, sans utiliser de drogue, sans se suicider, sans se manger un accident de la route. Je parle bien de ça. Puisque c'est un phénomène naturel et qu'on est tous structurés de la même façon, absolument tous, pourquoi ça ne serait pas possible? C'est possible. Après, si ça se produit peut-être pas naturellement, en tout cas de manière consciente, c'est peut-être qu'il y a un danger à le faire. Eh bien, il y a des statistiques qui ont été faites par les Américains ou autres qui ont conclu qu'il y avait énormément de gens qui avaient vécu au moins une fois dans leur vie, de manière accidentelle peut-être, pas forcément avec un accident, ce genre d'événement. Ils sont trouvés en dehors du corps. Bon, ce qui prouve que ça arrive fréquemment. Mais il n'y a aucun souci à faire ça. C'est comme de sortir de ta voiture. Tu sors de ta voiture, tu n'es pas en danger. Tu rentres dedans. Donc il y a un tas de légendes qui circulent, qui ont toujours circulé, mais qui circulent avec l'avènement d'Internet, qui prétendent à des dangers particuliers. Eh bien, ça vient de la part de gens qui n'ont jamais expérimenté, systématiquement. Ils ont une opinion sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Jamais. Mais c'est une opinion. Et une opinion, ça vaut 0. Vous avez une opinion, monsieur, sur quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté vous-même. Et vous dites, ça fait ça. Ou ça fait ça. Ou le danger, c'est ça. Combien de fois vous avez voyagé en dehors de votre corps? Combien de fois? 0. Ces gens-là disent, à partir de 0. Ils supposent. Et c'est juste leur petite peur de rien du tout, ou leur désir de contrôler l'ignorance des gens. Donc, il est temps de sortir de là, le plus rapidement possible. Mais comment tu... Alors, très bien, nous sortons, tu sors. À un moment, il faut peut-être rentrer parce que la vie continue pour ton corps. Oui. Comment ça se passe? Tu as un rappel automatique avec ce que la tradition humaine appelle la corde d'argent. Donc ça, tu reviens dans ton corps physique et c'est toujours trop tôt. Donc tu récupères les manettes de ton véhicule et tu le refais fonctionner, mais tu étais à l'extérieur quelques secondes auparavant. Donc oui, la vie physique continue à s'animer. Et tu prends plaisir à cette vie physique. C'est pas du tout une fuite, c'est une exploration. D'accord. C'est tout à fait différent. Si tu peux explorer, pourquoi tu n'irais pas explorer? Si tu peux comprendre que tu es autre chose que ton corps et que tu vas continuer d'exister après la mort de ton corps, mais c'est complètement différent. La vie, ta vie va être différente. Entièrement. Tout va être différent. Quand tu vas arriver vers la vieillesse, tu ne vas pas arriver vers une espèce d'impasse où tout devient catastrophique. Tu sais qu'il va y avoir un prolongement. Et que, à la mort du corps biologique, tu vas rentrer dans une nouvelle existence que tu connais déjà. Et c'est plus du tout la même façon d'aborder les choses. Ça n'a plus rien à voir. Et puis tu vas plus être scotché par une religion qui va te dire, si tu fais ça, tu vas aller au paradis. Quel paradis? Il est fait comment?
On y fait quoi? Est-ce qu'il est éternel? Est-ce qu'on s'amuse pendant des millions d'années avec des vierges? Je ne sais pas. Alors, des vierges ou je ne sais pas quoi, des anges. Nous, on sait que non. On sait que ces représentations de l'au-delà sont d'une très grande puérilité et ne sont basées uniquement que sur la projection de notre monde physique. Hein, on s'imagine ce que serait le paradis, mais à partir du monde physique. Et on manque terriblement d'imagination. Donc l'expérienceur, la personne qui expérimente, se sépare de ça. Elle ne peut pas considérer les fables, parce que ce sont des fables, qui sont contenues dans les vieux bouquins. Alors avec tout le respect qu'on doit ou qu'on ne doit pas, hein, peu importe, c'est pas le sujet. C'est vraiment, il n'y a rien qui correspond à la réalité. Moi, je ne me vois pas me travailler dans un paradis, à jouer de la harpe sur les nuages pendant je ne sais pas combien de temps, avec les anges à côté, Dieu le Père un peu plus haut. Mais ça serait un emmerdement infini. Je prends juste cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça le paradis? Non, je ne suis pas d'accord, hein, ça ne vaut pas le coup. Hein. Donc, mais ça ne se passe pas comme ça. Ici, on est d'abord, le voyageur comprend que la civilisation humaine, c'est une civilisation parmi une infinité d'autres. Et qu'il y en a beaucoup d'autres. Même dans cet univers? Même dans cet univers physique. Alors là, on peut aborder le sujet parce que tu l'as déjà abordé dans tes vidéos, mais on n'est pas tout seul dans l'univers et on n'est pas tout seul non plus sur cette planète. Pas du tout. Tu veux dire qu'il y a des requins, des dauphins et compagnie, d'autres animaux? Oui, il y a d'autres animaux, mais il y a aussi des gens qui ne viennent pas de cette planète, qui sont ici sur cette planète. Voilà, des personnes. Donc certains sont largement plus avancés que nous, à tout point de vue. Tu parles des ovnis, c'est ça? Je parle des ovnis, des ET, etc. Le voyageur découvre cette réalité-là. Comment on peut être confronté à ça? Tu sors hors de ton corps. Oui. Tu as un corps qui peut voyager à une vitesse infinie. Okay? Tu vois passer un ovni. Quand? Ouais, le corps de lumière. Tu vois passer un ovni. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours après, hein, pour aller le voir. Parce que là, tu peux le suivre, tu peux le rattraper. Eh bien, tu vas voir. Ok, tu te rends compte que la planète, il y a d'autres personnes que les gens officiels. Et moi, j'ai vécu ça. Comment ça se fait qu'on ne les voit pas, même avec nos radars ou compagnie? D'abord, on peut les voir, même avec les radars. Si tu plonges dans le dossier, tu vas trouver plein d'éléments. Ensuite, il y a quand même des explications qui sont très techniques, voire scientifiques. Quand un objet se déplace à 20 000 km/h, par exemple, il va traverser tout le système radar en un clic. Il n'y aura même pas de spot sur l'écran radar. Et même visuellement, tu ne le verras pas parce qu'il va trop vite. Tu vois, maintenant, il y a quantité d'observations, on ne va pas faire la vidéo là-dessus peut-être, mais il y a quantité d'observations qui montrent qu'on a des visiteurs et depuis un bout de temps, et qu'ils sont sûrement nombreux quand même. Ok, donc tu vois beaucoup de choses insolites et qui ne sont pas croyables, on va dire, quand tu es capable de sortir de ton corps. Mais du coup, tu avais parlé aussi, notamment quand tu étais plus jeune, tu te baladais notamment dans ton village, ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas voir d'autres personnes? Tu vois les personnes telles qu'elles sont, physiquement. Quand elles dorment, est-ce que du coup... tu vas les voir dormir, mais l'intérêt est limité quand même. Hein. Donc, il y a certains qui émergent hors de leur corps, qui réintègrent le corps, parce que c'est un phénomène naturel, la sortir du corps. Donc après, ils sont en train de rêver, donc ils réintègrent, ils sortent, ils vont se balader, peu importe. Mais tu vois la vie telle qu'elle se déroule normalement. Quand tu sors hors de ton corps et que tu es par exemple ici, tu sors hors de l'immeuble, tu vois les voitures en bas. Et si c'est la pleine nuit, c'est la pleine nuit. Il ne se passe rien de particulier. Donc tu vois aussi des gens qui sont en dehors de leur corps, en état de rêve ou pas, qui circulent, et pour certains d'entre eux, tu peux discuter avec eux. Il n'y a rien de spécial. Tout est naturel, comme dans le film Ghost. C'est complètement inspiré de ce genre d'expérience. Je trouve que c'est mieux que ça. Ça voudrait dire donc que ce qu'on appelle les fantômes, ce sont des personnes qui sont restées là, des corps astraux. Il y a différents types de fantômes. Hein. Il y a effectivement des gens qui sont restés là parce qu'ils étaient attachés. Par exemple, ils sont à Lyon, ils sont attachés à Lyon. Ils restent dans le coin. Il y a aussi des gens qui ont tellement désiré ou tellement eu de nostalgie du lieu, ou des gens qui sont en train de quitter, qu'ils ont consolidé leur coque d'énergie. Et la coque d'énergie, elle a gardé une certaine autonomie. Elle reste dans le coin. Donc, il n'y a personne à l'intérieur de la coque, mais il y a toute l'apparence de quelqu'un. Alors, c'est deux catégories de résidents permanents. Mais ces résidents-là, il n'y a personne dedans. C'est bidon, c'est une coque vide. D'accord. C'est une sorte de mémoire, en fait. C'est une mémoire comme une mémoire un automate. Qui a réuni de l'énergie, et ça se tient parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie au départ. D'accord. Voilà, ça finit par dissoudre. Mais il y a aussi des gens qui restent. Hein. Donc, hors du corps, tu les vois. Tu peux aller discuter avec eux, mais pourquoi vous êtes là?
Vous êtes là depuis combien de temps? Tu as des discussions passionnantes? Non, c'est pas du tout passionnant. Pas du tout. Ils savent rien. Et s'ils ne voyagent pas, s'ils ne sortent pas du coin où ils sont, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'ils ont un esprit très limité. Ils sont surtout accrochés à leur univers physique tel qu'ils l'ont connu. Donc non, il n'y a aucune discussion intéressante avec ces gens-là. Enfin, moi, j'en ai pas encore eu. C'est quand même la preuve directe qu'il existe autre chose que le monde physique. Et que tu vas continuer, toi, Chris, tu vas continuer d'exister après ça. C'est une bonne nouvelle. Je suis ravi de l'apprendre du coup. Tu vas pouvoir YouTuber, peut-être dans les mondes supérieurs. Donc, on peut créer une chaîne YouTube ailleurs, ça impliquerait que Google se soit répandu dans l'espace. Des moyens surdéveloppés. Mais tu parlais en fait de corps de... Alors, tu parles du corps physique, ça je crois qu'on comprend ce que c'est. Le corps astral, ça te permet de te balader, mais il y a aussi un corps énergétique. Qu'est-ce que tu appelles énergétique? C'est vraiment... alors, c'est du quasi-physique pour des gens comme moi. C'est-à-dire, c'est ce qui va faire le lien entre le corps astral, si on prend ça, et le corps biologique. Le corps astral va contrôler le corps biologique par l'intermédiaire des champs d'énergie du corps énergétique. Qu'est-ce que c'est de l'énergie pour toi? Alors, c'est un certain état de la matière. Alors, moi, je la vois facilement depuis que j'ai 17 ans. Donc, en ce moment même, je la vois autour de toi. Je la vois circuler, bouger. Et chaque fois que tu as un pète au casque, là, ça fait poum, une gerbe de lumière particulier. Donc, c'est très observable, c'est très facile. Il y a plein de gens maintenant qui le sentent et qui la voient. C'est vraiment pas difficile. Et on a maintenant des appareils depuis pas mal d'années qui sont capables d'interférer avec ce champ d'énergie. C'est par exemple l'effet Kirlian, que les Russes ont trouvé avant la Deuxième Guerre mondiale quand même. Donc il y a une objectivation de cette énergie, et pour moi, pour répondre à ta question, c'est de la quasi-matière. C'est de la quasi-matière, c'est de la matière. Donc l'état de la matière, je récapitule, on a du solide, du liquide, du gazeux, ensuite le plasma, ouais, et donc ce serait le cinquième état. Ça sera un état, voilà, ça sera un cinquième état. Okay. Je suis persuadé que c'est ça, parce que ça a une masse et une inertie. Comment ça se fait que la science n'a pas encore découvert cette chose? Tu penses qu'elle a tout découvert, la science? En tout cas, les scientifiques en ont plus ou moins la conviction, certains. Voilà, donc il faut avancer. On n'est pas au bout de la science, on en est au début. On n'a pas tout découvert. Il y a 50 ans, on pensait être arrivé au bout de la science pratiquement. C'est les scientifiques qui disaient on a tout compris à tout. Il y a eu même un collègue au début du XXe siècle en disant on a finalement presque tout compris à tout. Il était il y a un siècle. On n'avait pas encore inventé l'informatique ni rien. On se rend compte que ces gens-là, ils avaient beau être très brillants à leur époque, en fait, c'était des gros nazes. On en est au début du début du début du début. Pour tout. D'accord. Il n'y a que quelques siècles de science, ou au mieux, en fait, quelques millénaires, donc du coup, de découverte. De véritable science et de technologie. On a quoi, 2 siècles, 3 siècles de science et de technologie? Et regarde tout ce qui s'est passé ces dernières années. Puisque justement on évoque les scientifiques, est-ce que toi tu as essayé de t'approcher de peut-être de valider tes expériences justement? Est-ce que j'ai besoin de les valider pour moi, tu penses? Pour toi, non, peut-être pas, puisque tu en as la conviction, mais peut-être pour le monde entier. Mais il y a eu des gens qui se sont prêtés à ce genre d'expérience. Il y a eu par exemple Robert Monroe aux États-Unis. Il y a eu des gens qui pouvaient agir sur la matière, comme Uri Geller ou Jean-Pierre Girard en France, qui ont été testés par des scientifiques. Tu cherches sur Internet, tu vas trouver tout ça. Les gars, vraiment sous contrôle scientifique, avec, je prends l'exemple de Jean-Pierre Girard, tout ça, ça a été validé. Et pour arriver à quoi? À rien. Il ne s'est rien passé. Aucune conclusion. Ah ben oui, il fait ça. Donc pour l'instant, la science a peu de moyens. Elle n'a pas le paradigme, les conceptions qui permettent d'héberger ces vérités-là. Ça viendra. Encore une fois, notre science est débutante, naissante, c'est embryonnaire. On ne sait rien, ou presque rien. On est juste au début du début, je répète. Donc ça évoluera. Et on pourra expliquer pourquoi un vaisseau extraterrestre voyage plus vite que la lumière. Pourquoi il peut se dématérialiser, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Alors déjà, je fais partie de ceux qui pensent que c'est déjà fait. Une partie des scientifiques humains ont compris comment ça fonctionne. Eh bien... Est-ce que pour toi, un humain est français? Non, je fais un lapsus. Je pense au contraire qu'en France, on est peu avancé dans ce domaine-là. Alors, voilà. Il y a des programmes de rétroconception de technologies extraterrestres, je suis très affirmatif, qui ont permis des avancées majeures. Ça, c'est ce que tu as lu ou ce que tu as vu? Non, c'est pas ce que j'ai vu. Je ne parle pas de ce que je ne parle jamais de ce que j'ai lu. Si je dis j'ai lu un truc, je te dis j'ai lu un truc. Mais je parle de ce que je sais.
À travers tes expériences de voyage? À travers des expériences de différentes natures. Il y a une partie de ces expériences de différentes natures dont je ne souhaite pas parler pour l'instant. D'accord. On en arrive rapidement à la conclusion. Enfin, rapidement, pour ainsi dire, c'est quand même la vidéo la plus longue de la chaîne, même si, bon, elle est différente des autres. Qu'est-ce que tu appellerais la réalité au regard de ton expérience? La réalité, c'est d'abord tes perceptions. Là, c'est la réalité, donc. Alors, ce que tu perçois, ça te permet déjà d'établir ta réalité. Ce que tu peux toucher, ce que tu peux sentir, ce que tu peux voir. Première définition de la réalité. Deuxième définition, c'est le sentiment d'identité. Tu es toi. Et tu as le sentiment d'être là. Tu as un sentiment de présence. Si tu ne savais pas te localiser dans l'espace, c'est quoi le sentiment de réalité? Donc, un autre critère, c'est ça. Ensuite, la mémoire. Si tu n'avais aucune mémoire, Chris, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 5 secondes, tu t'en souviens plus. Ça veut dire, c'est quoi la réalité dans ce cas-là? Je suis quand même réel, même si je ne me souviens pas. Oui, mais de ton point de vue. Je sais pas du coup, Bah, je suis pas encore, j'ai voilà. pas encore Donc, Alzheimer, donc. Justement, de ton point de vue, les choses sont réelles parce que tu as de la conscience et de la mémoire, et des perceptions, et des émotions, et des pensées. Et que dans cet univers que tu perçois comme réel, tu as une forme d'autonomie et de contrôle. Si tu es dans un univers où tu peux absolument bouger rien, n'exercer aucune force et n'influencer sur rien, tu pourrais te poser la question de la réalité. Tu serais dans un espèce de rêve. Donc, avec ces paramètres-là qui sont assez précis dans mon esprit, en tout cas, tu ne peux pas en rajouter d'autres, tu as une perception de la réalité. La réalité pour toi, c'est ça. C'est je peux percevoir, je peux avoir des pensées, des émotions, avoir un sentiment d'identité, agir sur cet environnement, me déplacer dans cet environnement-là, dans cette réalité-là. Et quand tu as fait la boucle avec tout ça, tu dis, ça c'est une réalité. Sinon, il y a quoi d'autre? S'il n'y a aucun de ces critères ou juste une partie, c'est quoi? Tu penses donc du coup que ce monde physique, il est réel ou c'est une illusion? Il est absolument réel. Oui, c'est réel. Oui. On n'est pas dans une matrice comme certains peuvent l'affirmer. Non, c'est la foutaise. C'est une vue de l'esprit pour expliquer autre chose, en fait, plus exactement. Et ça fait partie de l'enfumage. Il faut sortir de là, à mon avis. Il y a eu un joli film, Matrix, c'était très intéressant, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir expliquer les choses aux gens, et ce n'est pas parce qu'on utilise un mot qu'on donne une explication profonde et précise. Et la matrice, ce n'est pas un mot suffisamment précis. D'accord, ok. Mais alors, quand tu sors de ton corps et que tu te balades ailleurs, est-ce que c'est réel? Ou est-ce que c'est une autre réalité? Ton sentiment de réalité est encore amplifié. C'est-à-dire qu'on parlait des caractéristiques ici. Tes perceptions sont plus fortes. Tes pensées, tes émotions sont plus fortes, plus intenses. Ta maîtrise des déplacements sont plus, on va dire, puissants. Ton sentiment d'identité est plus puissant. La vie qui circule en toi est plus puissante. Donc si on prend l'ensemble du bloc, qu'est-ce que la réalité? Eh bien, je compare la réalité A avec la réalité B, effectivement, je me sens encore plus réel dans la réalité B. Mais la réalité A est quand même réelle. La B étant donc du coup avec plus ton corps vivant, astral. plus, D'accord. Voilà. Parce que c'est vrai que dans le terme déjà astral, il y a le côté astre, peut-être immatériel, un peu éthérique. C'est pas, un astre n'est pas immatériel, c'est la tradition humaine. On a désigné ce corps-là de cette manière. Je ne sais pas qui a inventé ce terme, mais il n'y a rien du tout. Ça n'a rien à voir avec un astre. C'est pas un univers fantomatique comme on l'a déjà vu avant. Pas du tout. Non. C'est pas du tout. Alors, un astre n'est pas fantomatique. Alors, il est fantomatique quand tu ne peux pas toucher une étoile, parce qu'elle est un peu loin. Mais moi, je ne sais pas, étymologiquement, il faudrait se créer un nouveau vocabulaire. Et c'est pour ça que je suggère de plutôt parler des caractéristiques plutôt que des noms. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas. Et donc, du coup, une fois qu'on est libéré de tout ça, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand on est libéré du corps physique, on émerge hors du corps, exactement comme une sortir du corps ou lors d'une NDE. Tu veux que je te dresse le scénario type? Rapidement, oui. Rapidement, tu vois les gens qui pleurent autour. Enfin, si tu as de la chance, les gens pleurent autour de ta dépouille. Justement, je dis ça parce que mon père est décédé récemment. Bien, alors, si tu as versé des larmes, il était probablement par là, en train d'observer la chose. Donc tu es concerné, tout le monde est concerné à un moment ou à un autre. Moi, j'ai perdu mon père aussi très jeune. Donc tu observes ça, sauf que tu te sens parfaitement vivant et tu vois les gens pleurer. Et puis tu vois un truc que tu as... Du point de vue du décédé? Du point de vue du décédé, lui il est en pleine forme, schématiquement, parce qu'il peut y avoir
un cheminement aussi personnel. Mais schématiquement, lui, il va bien. Il dit simplement, oh les gars, je suis là, hein. Personne ne me voit, personne ne m'entend. Mais je suis là, ça va bien, et le truc là, c'était mon corps. Alors vous en prenez soin si vous voulez, mais c'est pas mon problème. Et puis après, le décédé, celui qu'on appelle le décédé, ça fait bizarre après coup de l'appeler comme ça, parce que lui, il a la pêche, en général. Il se sent plus vivant qu'il Il se sent l'était plus quand vivant. il était S'il vivant. était malade, il est plus malade, voilà, schématiquement. Donc il se sent vivant, libéré, à nouveau jeune, à nouveau en pleine forme. Si ton père était âgé, eh ben, d'un seul coup, il est à nouveau jeune. Il n'est plus mal nulle part. Bon. Et là, il va naturellement monter en vibration. Alors, un truc comme ça, je te fais l'image. Hein. Et il va voir ce monde disparaître et il va monter. Avec ce petit bruitage d'ascenseur, un monde charge. C'est mal foutu, hein, je ne sais pas faire. Mais en quelque sorte, oui, il va se décaler. Ça va plutôt être un fondu enchaîné. Le monde ici va disparaître, alors ça peut être en plusieurs jours, peu importe. Mais il va se retrouver, émerger, comme dans les NDE, dans un monde plus lumineux, en général. Il faut lui souhaiter. Donc, il va réémerger dans un monde plus lumineux, un monde qui correspond plus à ce qu'il est en réalité. Et là, en fait, il va aller exactement là où le porte sa conscience. Le voyageur comprend que l'état de conscience va déterminer l'endroit où tu te rends. Alors, très schématiquement aussi, si tu es un brave type et que tu es un peu joyeux et puis que tu n'as pas trop de rancœur envers tout ce qui s'est passé sur Terre, tu vas plutôt aller dans des endroits sympathiques. Mais inversement, ça peut arriver, même de manière transitoire, si tu es vraiment un sale type, tu en veux à la Terre entière et que tu as tué 200 personnes avant de partir, tu peux très bien faire le chemin inverse. Aller en enfer, pour ainsi dire. Aller dans des régions qui sont beaucoup moins sympathiques, même que le monde physique. Est-ce que ce sera la souffrance éternelle? Non, ça sera transitoire. Un certain temps, là-bas. Donc je ne parle pas au hasard, j'ai vu des gens réémerger de ces endroits-là. Donc ils finissent par réémerger. Alors ça peut prendre 15 jours, par rapport au chrono physique. Hein. 2 mois, 6 mois, 10 ans, 3 siècles, mais il n'y reste pas éternellement. L'enfer éternel est un mythe inventé par des humains ignorants. D'accord. Parce que à chaque fois, du coup, tu évoques et tu ramènes toujours à l'expérience directe et à ce que tu as pu vivre et expérimenter. Moi, j'ai vu des gens réémerger de ces endroits-là. J'ai pu circuler en haut et en bas et voir comment c'était fait. Allez-y voir, vous comprendrez. Est-ce que c'est du passé? Je ne parle pas du coup de ces paradis enfer, mais justement le fait de pouvoir sortir de ton corps. Est-ce que c'était des affres de la jeunesse et qui ont été résorbés, on va dire? De sortir du corps? Oui. Des affres? Non, il n'y a pas d'affres. Mais on peut avoir ce type d'événement qui survient alors que les gens vivent des événements difficiles. Hein, quelqu'un qui se fait violer toute jeune va vivre des expériences hors du corps pour se retirer de la réalité physique. Elle ne se retire pas de la réalité, elle s'extirpe du corps pour ne pas subir toute la souffrance qui est liée au fait qu'elle se fasse violer. On a souvent ce genre de choses. La Terre est un lieu assez difficile. Tu continues donc du coup à sortir de ton corps? Oui. Encore aujourd'hui? Oui, enfin aujourd'hui, pas encore aujourd'hui, mais oui, de nos jours, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, absolument. Et donc c'est, comme tu le disais au début, c'est assez fréquent, c'est ça? Alors, tu vas développer la fréquence en fonction de tes aspirations profondes. Si tu es préoccupé par des choses de l'ordre du monde matériel, par exemple, tu as un problème professionnel, ou tu tombes amoureux, hein, c'est l'exemple que je prends de temps en temps, l'objet de ton attention est sur Terre. Donc tu vas avoir tendance à moins voyager. Mais bon, les voyageurs sont assez fans de voyage, en général. Donc ils y pensent tout le temps, et dès que l'occasion se présente, je ne dis pas que c'est automatique, enfin, chez les gens comme moi, c'est pas automatique. Donc il faut le provoquer, et de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas. J'ai tendance à m'améliorer. D'accord, ok. J'en suis content. Est-ce que tu auras un mot de fin? Il n'y a pas de fin. Il n'y aura jamais de fin. Même Pour chacun d'entre nous. C'est l'éternité, c'est l'infini. Jamais de fin, jamais de début. Jamais de limite. C'est notre destin, c'est notre domaine d'expérience. On n'a pas eu de début, on n'aura pas de fin. C'est ça mon mot de la fin, il n'y a pas de fin. Ok. Merci Marc. Merci.